Bon, alors je vais donc travailler sur les espaces de la jeunesse, hein. Alors, euh, c'est quand même un travail récent. J'ai profité de l'occasion là de ce travail de l'axe 1 pour faire un peu le point des travaux que j'ai réalisés, des travaux que j'ai envie de poursuivre. Alors, quel est le travail que je poursuis? Ben, c'est un travail général sur les espaces de la jeunesse, plus particulièrement sur les espaces des adolescents, hein. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les lieux de regroupement où on discerne des conduites assez complexes, souvent diversifiées, hein, entre garçons et filles pour acquérir une personnalité, pour la tester, pour se mesurer à d'autres qui sont en même posture de transformation, hein. Ce travail me tient à cœur, surtout parce qu'il s'accompagne souvent, hein, d'actes graphiques. Pour moi, les actes graphiques, c'est la communication figurée, donc ce n'est pas simplement les écritures alphanumériques, hein. Et j'ai à cœur de montrer l'importance culturelle et sociale de ces actes graphiques. J'avais déjà fait travailler sur deux terrains. D'abord, un travail sur la socialisation des adolescents dans le village de Mazot, on est dans le Var, dans la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Alors, cette socialisation, elle se faisait via la découverte progressive de la zone amont de la rivière, donc c'était très lié à ce cours d'eau. Elle se faisait via la mise en place et la reconnaissance et connaissance d'une microtoponymie officieuse, c'est-à-dire que pour arriver à évoluer, il faut avoir une connaissance des noms qui sont donnés à chaque génération, à tous les rochers, arbres, etc. Via les jeux avec l'eau et les compétitions amicales qui peuvent s'y dérouler, via aussi le rapport avec l'étranger au village, l'étranger tout court et avec l'autre sexe. Et la photo d'une cabane pyramidale sur l'affiche du séminaire d'aujourd'hui provient de ce terrain. En fait, c'est une cabane qui se trouve au bord d'un gour de la rivière, assez profond pour permettre les plongeons depuis un arbre. Elle est reconstruite chaque année et à chaque fois que j'enquête sur cette cabane, qui est régulièrement reconstruite, on me répond qu'elle est faite par des jeunes étrangers au village et moi je sais qu'elle est faite par de jeunes mazoguets. Le deuxième terrain, c'est un travail sur un crew de graffeurs dans l'arrière-pays toulonnais, hein, et je l'ai fait tout au long de son existence, donc pendant 3 ans. Bien sûr, là, ce sont des actes graphiques presque quotidiens qui expriment conjointement la cohésion, hein, du groupe et les dissensions à l'intérieur de celui-ci. Donc, la ritualité de passage reste une trame générique effective, mais l'activité graphique collective et l'extériorisation des sentiments d'appartenance au groupe masquent imparfaitement les tensions internes qui ont d'ailleurs entraîné l'implosion du crew. Les tensions internes ont été dues en grande partie à la découverte par les membres du crew de l'homosexualité de l'un de leurs leaders. Pour ces deux terrains, la notion d'espace concerne donc un territoire étendu et une litanie de stations à l'intérieur de ce territoire, stations qui étaient complémentaires les unes des autres à des titres très divers. Mon travail sur les espaces de la jeunesse s'est poursuivi sur des lieux plus circonscrits et sur la réappropriation épisodique de bâtiments, de murs, de recoins par les adolescents en milieu rural. Donc, je travaillais sur des abribus, des murs en arrière des collèges, j'observais des lavoirs désaffectés, des murs, des chapelles éloignées du village, des surplombs rocheux, des bâtiments abandonnés à la fin de l'exploitation de la bauxite, etc., hein. Alors, il ne sera pas question vraiment de cabane au sens architectural du terme, hein, mais il me semble bien que ces lieux circonscrits agissent de la même façon, hein, et je propose de présenter quelques observations que j'ai réalisées sur le lavoir d'un village. Il s'agit du village de Fort-Calquéré. Il se trouve au milieu du village, ce lavoir. Sa forme actuelle, elle date d'une trentaine d'années et c'est un lavoir que la municipalité a voulu paysager, c'est-à-dire en quelque sorte un dispositif architectural programmé dont les aménagements ont été essentiellement envisagés pour le loisir et pour le repos, avec l'idée préconçue que les usages dédiés au linge étaient secondaires, voire même étaient devenus obsolètes. Alors, ce lieu il comporte un bassin à 3 bacs, un couvert, un étendoir entouré de buissons taillés et de vagues de fleurs. Il y a 2 bancs, une ruelle par laquelle les riverains passent pour rallier le domicile et parking.
Et comme beaucoup de lavoirs, celui-ci est en contrebas de la route, d'un mètre environ, parce qu'il faut qu'il se trouve au niveau du canal qui l'alimente. Alors jusqu'en 2006, le bassin a été en eau, desservi par donc le fameux canal dérivé de la rivière. Ce bassin a servi épisodiquement, surtout pour les grosses pièces encombrantes, très sales, hein, les tapis, les bleus de travail, les serpillères, etc. Mais à partir d'octobre 2006, la loi sur les lieux et les milieux aquatiques a encadré le rejet des effluents. Et elle a impliqué aussitôt que les eaux chargées de produits de lessive, hein, étaient donc condamnées. La municipalité de l'époque a dû interrompre l'arrivée de l'eau. Le bassin et les accessoires ont tout de même été gardés et l'endroit est encore assidûment utilisé par les riverains, mais pour l'étendage, donc la partie qui est en arrière du bassin. La partie couverte du lavoir fait l'objet de décorations au moment de Noël, avec des guirlandes électriques notamment, qui induisent donc la présence d'une prise au niveau d'un des piliers. Les arbustes et les fleurs sont très régulièrement entretenus par les services municipaux. Excusez-moi de faire cette description, mais vous allez comprendre qu'elle sert beaucoup à la présentation. Des passants, parfois, des riverains, quand il fait beau, fréquentent le lieu, le temps d'une conversation, le temps de griller une cigarette, assis soit sur le rebord du muret côté rue, soit sur les bancs. C'est-à-dire qu'ils occupent une position haute ou une position basse pour voir et être vus ou pour se faire plus discrets. Ils modulent leur positionnement selon les heures de la journée, selon leur sexe, selon l'action qui les y conduit. Pas la même chose de venir se prélasser, bavarder, fumer, etc. Et on sent que le regard, le jugement des autres sont encore très perceptibles dans ces comportements. Pourtant, vu la configuration du lieu, le haut et le bas, le visible et le caché sont quand même plus ressentis que réels. Au cœur de l'été ou à la mi-saison, des adolescents, garçons et filles, utilisent les bancs et la zone couverte avec son bassin pour bavarder, s'amuser, fumer ou consulter leur smartphone. Donc, c'est l'idée de la prise électrique qui permet le rechargement des portables. Ils ont été chassés de la ruelle derrière l'église pour tapage nocturne. Ils occupaient l'abribus à 30 mètres du lavoir, mais l'abribus avait du mal à les contenir, donc le lavoir est devenu leur refuge. En règle générale, la présence et l'usage de l'étendoir sont importants en ce qu'ils ont une incidence sur l'usage des bancs. Du moment qu'il y a des pièces de linge petites ou grandes sur les fils, les bancs sont désaffectés. On aurait pu penser que les usagers des bancs auraient profité de la présence du linge pour interagir en étant cachés, mais il existe sans doute une réticence à mélanger les deux conduites du linge et du bavardage. On voit que le placement et l'enlèvement du linge régissent la manière d'appréhender le lieu entre une fonction utilitaire liée au linge et un aménagement qui est plus tourné vers la détente de la personne. De plus, en étant alignés et distants l'un de l'autre, les bancs ne permettent pas le vis-à-vis et ils incitent peu à se regrouper. Les bancs, ils sont plutôt occupés les nuits d'été, une fois le linge enlevé, lorsqu'on peut s'asseoir sur le sol tapissé de gravillons sous les fils de l'étendoir. La partie couverte abrite plus fréquemment les groupes d'adolescents pendant la période scolaire, à la descente du car et pour des haltes plus ou moins longues. C'est sans doute là que l'espace est ressenti comme une cabane, ressenti, qu'il y a plusieurs sous-espaces, qu'il y a un dedans et un dehors. Sa fréquentation par des adolescents débute au moment de la fermeture de l'eau, c'est-à-dire elle a commencé à partir de 2006-2007 à peu près. L'espace d'intimité, c'est le bassin, parce qu'il est relativement petit, qu'il permet le vis-à-vis en s'asseyant sur les deux rebords plats, là où on savonnait le linge autrefois. Mais pour que les conversations soient possibles, le chevalet du lavoir, alors le chevalet, c'est la planche qui surmonte le bassin, hein, qui servait à placer le linge en cours de rinçage, a été enlevé. Canettes et cartons de pizza sont posés au-dessus du bloc de pierre, d'où jaillissait l'eau. Le bassin rapproche les corps, d'autant qu'en début de soirée, l'endroit est dans la pénombre, tout juste éclairé de biais par un lampadaire éloigné. Les deux côtés du bassin servent souvent de lieu de joute amicale, très corps à corps, entre garçons ou entre garçons et filles. Côté nord de la zone abritée, un claustrat avait été aménagé. Alors, un claustrat, c'est un mur qui est ajouré, fait de petits morceaux de tuiles. Le claustrat a été progressivement rabaissé par enlèvement de ces éléments et les garçons les franchissent pour aller se soulager derrière les piliers de la toiture et chacun y jette ses canettes et autres emballages.
Au fil des fréquentations, on pourrait croire que ces déchets fassent accumulation, mais les canettes sont souvent utilisées comme projectiles dans des rixes de fin de réunion. Et les déchets sont également très régulièrement enlevés par les services communaux, alors que les mêmes employés rechignent à retendre les fils de l'étendoir, parfois distendus. Les murs et les entrées de la toiture, c'est-à-dire les poutres, ont été graffités à de nombreuses reprises. Alors, ce sont surtout des noms seuls de garçons ou de filles, parfois accompagnés du signe plus, et des prénoms masculins, pas féminins ici, assortis de la mention salope, petite salope, etc. Les prénoms seuls sont les premières inscriptions et tous sont placés sous la zone abritée. Les mentions salope apparaissent un peu plus tard et ils sont placés sur les poutres, mais aussi et surtout à l'extérieur et à la vue de tous. Les prénoms seuls restent de petite taille, mais c'est donc le support qui amène ça, des éléments du glossra souvent, et ne permet pas des inscriptions de grande taille. Les prénoms qui sont assortis d'une mention sont souvent de très grande taille. Le marquage du mur résulte aussi d'un jeu, souvent réitéré. L'idée, c'est de laisser une trace noire sur le fond clair du mur avec la pointe de la chaussure en levant haut la jambe pour dépasser en hauteur les traces laissées par les autres. Garçons et filles, ils jouent conjointement. Ce sont finalement des traces du passage. Alors, le lavoir est un lieu qui procède de la perte de la caractéristique du lieu en tout cas. Il est toujours appelé lavoir, mais il est paysager et sans eau. Et sert donc, la partie étendoir sert encore. C'est un lieu d'entre-deux, ni trop éloigné pour qu'on s'y sente hors de la société, ni placé sous le regard direct de la communauté. Effectivement, au lavoir, la seule chose dont certains s'abritent vraiment, c'est des regards, encore que ce ne soit pas très caché. Cela n'empêche pas les adolescents de parler très fort et parfois de sortir du cadre protecteur au cours d'une lutte amicale qui amène l'un des protagonistes à faire semblant d'exclure l'autre du lieu. Ça fait partie des jeux. C'est pourquoi je pense qu'il y a un dehors, qu'il y a une zone à partir de laquelle on n'est plus dans la cabane. Des jeunes y viennent donc parce qu'ils désirent prolonger un entre-soi dans un endroit où ils ne sont pas si éloignés que ça des adultes. Et en même temps, on a dit que des sociabilités différentes se succèdent. L'unité sociale de base dans cet abri, c'est le groupe et la classe d'âge, qu'il s'agisse des adultes ou des adolescents. À la fois, beaucoup de jeunes rejettent le village parce qu'il ne leur apporte pas beaucoup d'échappatoire, c'est-à-dire à chaque fois, il n'y a pas de lieu de réunion pour les jeunes, pas de car pour revenir le soir en week-end ou l'été. Et en même temps, ils trouvent toujours des interstices, des lieux pour s'y trouver bien, alors que ce sont des lieux plus ou moins vétustes ou sans grande particularité. On constate un attachement au lieu, même s'il n'est pas occupé très longtemps. Ce ne sont pas les mêmes individus pendant quelques jours, ce sont les mêmes individus pendant quelques jours, voire quelques semaines, puis on ne les voit plus pendant un mois, puis ils vont revenir. Ce n'est pas le grand espace qui est recherché, puisque souvent les abris de la jeunesse sont très réduits. Je parlais de l'abribus. Au lavoir, on sent que l'espace qui fait sens, c'est la zone abritée, qui est aménagée de façon particulière dans un emboîtement de 3 zones, bassin, autour du bassin, derrière le claustrat, avec une extension à l'air libre, devant l'étendoir, mais plutôt l'été. L'espace de la jeunesse est sommaire au point qu'il exige une capacité de création pour permettre d'y assumer un rôle ou un statut. Enlever le chevalet, abaisser le niveau du claustrat, uriner derrière les piliers, de même que le jeu du marquage du mur, sont des manières de s'approprier le lieu, de l'aménager pour rendre possible les conduites collectives. En fait, les adolescents bricolent un cadre pour y être bien. Ils y laissent aussi des vestiges, canettes, emballages. Et quand on interroge les services communaux qui enlèvent les déchets, il paraît que ces derniers sont toujours laissés par des jeunes qui ne sont pas d'ici. Et la même réponse est faite pour presque tous les villages. En fait, l'idée, c'est que les gens imaginent assez régulièrement que les adolescents du village sont plus sensibles aux injonctions des riverains en cas de tentative de déprédation. Là encore, c'est toute l'ambiguïté du vu et du caché. Ça signifierait que les riverains surveilleraient et ou que les adolescents ne se sentiraient pas complètement protégés des regards extérieurs. Les adolescents laissent aussi au lavoir, à l'intérieur de l'abri, leur prénom. Alors, leur prénom, pour les anthropologues, comme Béatrice Frankel, c'est un motif à message nul. Mais on a vu par la dernière intervention que c'est peut-être plus complexe que ça.
hein, donc des motifs à message nul qui n'indiquent que le passage de telle personne. Et à l'extérieur, c'est le prénom de l'un d'entre eux ou d'un tiers, assorti d'une mention concernant un présumé comportement sexuel déviant. L'idée de graffiti extérieur peut avoir une importance visuelle. Tous les quarts pour les collèges et le lycée passent devant le lavoir matin, midi et soir. Les graffitis ne sont jamais effacés. Pour la commune, c'est bizarre, ils sont pourtant des nuisances sanctionnées. Si vous louez par exemple une salle communale dans ce village, eh bien le règlement demande qu'on remette tout en place, exige qu'on ne cloue rien au mur et stipule: l'utilisateur veillera à ce qu'aucun graffiti, inscription et rayure ne soit apposé sur les parois des locaux. Donc aucune marque, hein, et aucune trace. Et la municipalité sait même faire la différence entre un graffiti et une inscription. Mais surtout, lorsqu'apparaissent ces prénoms assortis de la mention salope, c'est souvent le moment où s'arrête la fréquentation du lavoir par un groupe d'adolescents. Hein, il existe apparemment une distinction à faire entre les graffitis amoureux et les graffitis sexuels. Pour faire simple, les premiers auraient tendance à rassembler et les seconds à repousser. Et ce n'est pas le seul terrain où cette distinction m'est apparue. Et je vais faire un petit aparté sur le mur du collège Paul Cézanne à Brignoles, sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, où je suis allé pratiquement tous les 15 jours pour voir les nouveaux graffitis qui se faisaient à un rythme assez régulier et arriver à comprendre qu'est-ce qu'était cette sociabilité adolescente, hein, à cet endroit. Alors, c'est un petit parking qui est annexe sur le côté du collège. Il est cerné sur les deux côtés par un grillage et il y a un mur extérieur, il y a le mur extérieur d'un garage. L'endroit est peu utilisé pour le stationnement des voitures, mais le mur, c'est l'un des rares espaces qui soit à l'abri des regards. Le lieu est fréquenté par quelques collégiens durant le quart d'heure avant la sonnerie, hein. C'est un lieu de rendez-vous aussi le mercredi après-midi, et puis on y vient pour fumer, pour discuter, s'exprimer sur le mur ou lire les précédentes inscriptions. Alors, je présente ici un tableau des catégories de graffiti pendant un an, d'une rentrée à l'autre. Et en fait, ces observations, je les ai faites sur 2 années successives. Et puis ensuite, le mur a été repeint d'une autre façon. D'autres graffitis ont été mis en place qui a entraîné un changement complet de comportement. Alors là, le mur vient d'être repeint en blanc. De toute façon, c'est marqué sur le mur « Repeignez-moi ». Avec la rentrée reviennent les graffitis, numéro de classe, quelques prénoms féminins, parfois sortis d'un cœur. En octobre, les couples commencent à se former. Donc, on a des initiales qui sont réunies par le signe additionnel ou par un cœur. On a même une mention pour la vie. Apparaissent des listes de prénoms les uns sous les autres, incluant des garçons et des filles. En décembre, les mentions de couples, mixtes ou entre filles, se multiplient, ainsi que les appels amoureux à des filles ou à des garçons précis par descripteurs anonymes et des deux sexes. On voit aussi des listes uniquement composées de filles, mais on a les premières allusions de fellation qui apparaissent. Hein, plusieurs s'adressent à un garçon en particulier. En janvier, les graffitis continuent de signaler des couples. Ils peuvent être des appels amoureux, mais les mentions PD et fuck apparaissent et se multiplient. En mars, on ne lit pas de nouveaux couples, mais les amitiés féminines sont alors assorties de la mention salope. Pendant le printemps, aucun graffiti amoureux n'est ajouté, mais un très grand visage schématique est tracé avec de la peinture orange. Et avec la même peinture, on a encadré le prénom d'une fille, écrit en très grand, qualifié de grosse pute, assorti d'un numéro de téléphone et de la mention « taille des pipes gratos ». Entre juillet et août, il y a peu d'autres ajouts, mais tous ont la même tonalité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs prénoms de filles qualifiés de putes, de salopes, de chiennes, etc. Le premier graffiti assorti du numéro de téléphone est caviardé et le prénom féminin est remplacé par un autre et quelques phallus apparaissent. À la seconde rentrée, donc là, ce que je vous ai présenté, c'était par exemple la deuxième année. Il y a bien encore quelques nouveaux marquages amoureux, mais il reste très rare. Et la tonalité générale est aux mentions relatives à des filles faciles, mais il n'a pas été repeint. Donc, effectivement, les anciennes mentions y sont. Donc, le cycle des graffitis tel que je viens de vous le présenter ne se reproduit plus. Alors, jusqu'en janvier, on va dire, les graffitis concilient donc le collectif individuel, les groupes qui sont mixtes ou simplement de filles,
avec des prénoms isolés, des couples de prénoms, etc. Les amitiés féminines sont exprimées avec un peu de décalage. Les appels amoureux, donc les déclarations à tel garçon, telle fille, surviennent peu après. Et le mur est entièrement couvert en décembre. Les scripteurs doivent imaginer ensuite des stratégies pour signaler leur nouveau graffiti. Le changement de tonalité des graffitis est très net à partir de la fin décembre et il semble qu'il soit l'une des causes de la rapide diminution puis disparition des productions graphiques amoureuses. Des prénoms masculins et féminins ajoutés ou déjà présents sont assortis d'évocations sexuelles jugées déviantes et des couples de filles sont qualifiés de salopes ou de PQR, plan cul régulier. À l'exception du grand visage, un seul graffiti est ajouté en mai, en grand, qualifiant donc négativement une fille et donnant son numéro de téléphone, et d'autres prénoms féminins suivront. La dimension sexuelle des graffitis semble donc très mal cohabiter avec leur dimension amoureuse. Les graffitis à dimension amoureuse écrits par les garçons et par les filles semblent désormais uniquement masculins et prennent une dimension sexuelle. Les graffitis amoureux écrits en petites lettres cursives cèdent la place aux graffitis sexuels et sexistes, peints en orange ou en noir et qui s'étalent sur de grandes longueurs. Il semble que le mur s'extrait définitivement de son environnement scolaire, c'est-à-dire que les graffitis sont étrangers aux préoccupations des collégiens. Alors, je reviens quand même sur la notion de cabane, qui, là encore, est plus ressentie que réelle. Voilà l'endroit, tout tourne autour du mur, du support vertical, et tout montre que c'est là l'espace fréquenté. Donc, fréquenté, présence des adolescents, marquage et objets mobiliers laissés à terre, canettes, paquets de biscuits, etc. C'est aussi la gauche du mur qui est la zone la plus graffitée, car la plus cachée. Plus on s'éloigne de ce mur, plus les reliquats de repas sont rares. Implicitement, le mur et l'angle formé avec la haie sont l'espace de sociabilité. Le reste du petit parking n'est pas du tout investi. Et dans le même temps, cet angle est la zone censée être la plus cachée au regard des autres, la zone abritée. Alors, censée seulement, parce qu'elle est simplement matérialisée par un grillage et par une haie végétale derrière lesquelles il y a un petit jardin privatif. Et les propos des individus placés à cet endroit sont entendus des propriétaires du jardin qui d'ailleurs s'en plaignent. Les collégiens ressentent simplement cet angle comme un espace clos, d'où leurs gestes et leurs paroles ne sortent pas. Il semble que les graffitis explicitement sexuels ont été perçus comme une spoliation de l'espace collégien. Le mur support était l'une des principales justifications de la présence des adolescents, et jusque-là, les graffitis évoquaient les différents regroupements de filles et ou de garçons, les flirts, les premières amours, étaient faits par filles et garçons. Et les graffitis finissaient par être dialogiques. Leur forme devait beaucoup aux normes de la calligraphie scolaire. Du moment que le mur est devenu un espace d'expression explicitement sexuelle et sexiste, l'endroit était beaucoup moins fréquenté. Alors, j'ai cherché à savoir ce que les collégiens pensent de ces inscriptions, jugées non avenues, et les collégiens interrogés imaginent tous que ce ne sont pas des élèves du collège et qu'ils viennent d'ailleurs. Pour qualifier ces graffitis, les termes qu'ils emploient sont « c'est moche, il n'y a que des bites », ce qui est faux d'abord, parce qu'il n'y a que quelques phallus qui arrivent tout à fait à la fin, mais surtout, il y a surtout ces fameux graffitis sexistes. L'idée de règlement de comptes internes contre ou entre filles ou de fantasmes ne ressort jamais. Il est vrai que ces mêmes adolescents interrogés attribuent aussi les graffitis amoureux à des collégiens des années précédentes, ce qui est également faux au vu des dates qui accompagnent parfois les mentions. Je dirais que les graffitis non avenus semblent projeter les adolescents hors de la cabane parce qu'elle n'est plus tout à fait leur cabane. Je vous remercie.